Bonjour. Alors, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro vu le nom, mais on va tenter avec le micro. Déjà, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir bravé le froid du mois de janvier, passé à travers les différents virus. Toute l'équipe, on est très content que vous soyez avec nous pour l'occasion. C'est maintenant un exercice assez annuel de vous présenter les résultats de l'étude du dispositif Vigie 2030, qui est une cartographie des risques et opportunités sur les tendances émergentes. Et donc, on va vous présenter tout ça pendant cette réunion. On m'a dit qu'il fallait que je présente quand même RNG, puisque peut-être certains de vous ne connaissent pas. Donc, très rapidement, RNG, ça fait maintenant 15 ans qu'on a créé cette société. Ça va faire 15 ans en 2025. Donc, on va fêter nos bougies. On a deux grandes activités. Une activité de conseil où on accompagne des tas d'organisations depuis maintenant un certain nombre d'années à développer leur dispositif de pilotage des risques au sens large. Donc, on travaille aussi bien avec les directions des risques, les directions de l'audit, du contrôle interne, de la compliance, de plus en plus aussi avec l'ESG sur un nombre de sujets. Et puis, on est aussi, donc c'est notamment dans cette activité qu'on est de plus en plus confronté au sujet des risques émergents. C'est pour ça qu'on a monté cette étude maintenant il y a 4-5 ans. 2017, le temps passe vite. Et on est aussi éditeur d'une solution logicielle, qui est la solution RNG Box, qui est un logiciel qui permet aussi de couvrir tous ces sujets-là et qu'on a développé maintenant effectivement depuis 10 ans. Et du coup, quand je vois ces 15 ans, et je suis assez ravi, assez ému aujourd'hui d'avoir Daniel Legrand qui est avec nous aujourd'hui. Puisque Daniel fait partie des précurseurs dans du risk management, puisqu'elle a été très longtemps risk manager du groupe de Chanel. Et c'est vrai qu'avec Audrey, quand on a commencé ce métier de consultant en gestion des risques, on a eu la chance de vous rencontrer et de faire des premières missions alors qu'on était tout jeunes sur des cartographies de risques de responsabilité civile. Donc voilà, ça ne me rajeunit pas, mais en tout cas, je suis très touché de vous avoir avec nous ce soir. Et vous verrez que si Daniel est ici, c'est qu'il y a un lien avec d'autres intervenants de la soirée. Peut-être un mot sur le programme. Donc, ce qu'on a prévu là sur les 2 heures qui vont passer, c'est une présentation de la nouvelle version de Vigie 2030 avec le palmarès des tendances que vous présentera Audrey Le Sueur, associée à Albena Monégier, responsable de la communication et du marketing chez RNG et en charge aussi de cette étude. Ensuite, on creusera les sujets de méthodologie avec Robin Garnier qui nous a rejoint récemment, qui est maintenant manager chez nous en gestion des risques, et Benoît Bougnou qui est associé, qui feront un focus sur la méthodologie de cartographie des risques émergents, avec un lien fort avec l'étude J 2030. Ensuite, on zoomera sur une des thématiques qui est vraiment pour le coup émergente. Beaucoup de choses se passent, c'est l'informatique quantique. Je pense qu'on en entend tous beaucoup parler. On est assez peu à comprendre ce qu'il y a vraiment derrière, mais on sent bien que c'est quelque chose, en tout cas, une tendance de rupture. Donc, on aura la chance d'avoir Christophe Legrand, et là, vous faites le lien avec Daniel Legrand, qui sera présent pour nous faire une présentation qui est VP en charge du commercial sur alors c'est pas une start-up, c'est plutôt une scale-up, Pascal, qui est un des pépites françaises sur l'informatique quantique. Donc, il va pouvoir nous apporter un certain nombre de choses, en espérant qu'on va comprendre quelques éléments, mais ensuite comprendre aussi l'écosystème et en quoi cette technologie, cette rupture technologie, a du potentiel en termes de rupture positive et peut-être aussi en termes de risque. Voilà, et on terminera par quelque chose de plus artistique, puisque nous aurons le collectif Obvious qui va nous présenter un travail de plus de 7 ans d'utilisation des algorithmes dans la création artistique. Je ne vous en dis pas plus, on découvrira ça tous ensemble pour finir cette journée, avec à la fin évidemment un cocktail dans lequel on pourra partager et échanger tous ensemble. Donc si on revient à cette étude risque Vigie 2030, c'est une étude donc qu'on mène depuis d'années grâce à des partenaires, notamment l'AMRAE, le CDSE, donc l'Association des directions de la sûreté, et l'IFACI, qui nous accompagne maintenant de manière très active depuis un certain nombre d'années sur ce projet. Et donc, je vais laisser Séverine Dédreux, qui est chef de projet communauté à l'IFACI, peut-être nous dire quelques mots sur comment vous intervenez sur cette étude. Donc, l'IFACI, c'est
association professionnelle qui a le but de viser les... Ça ne fonctionne pas. Je recommence. Okay. Donc l'IFACI, c'est l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. C'est une association professionnelle qui accompagne les entreprises dans le développement de bonnes pratiques en matière d'audit, de contrôle interne et de gestion du risque. Et donc, ce qu'on propose, nous, à nos adhérents, c'est de la formation, de la certification, et puis aussi des outils adaptés aux professionnels du risque. Et donc, une de nos missions, c'est d'aider nos adhérents en fait, à anticiper un certain nombre de choses, d'aujourd'hui et de demain. Et donc, la cartographie des risques en fait partie, puisque en fait, nos adhérents doivent s'intéresser à l'ensemble, à tous les risques. Donc, la cartographie, c'est un plus pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'associe à des experts dans le domaine. Et donc, RNJ, c'est l'expert dans le domaine de la cartographie des risques. Et on s'appuie en fait sur leur expertise et sur leur méthodologie aussi pour proposer des services à nos adhérents. Je ne sais pas depuis combien de temps dure le partenariat, par contre, parce que moi, je ne suis pas l'IFACI depuis très longtemps, mais je sais que j'en entends beaucoup parler. Depuis 2019. 2019, ouais, donc ça fait très très longtemps. Et je sais que pour le Vigie 2030, en fait, c'est une méthodologie qui est vraiment co-construite, où nos adhérents, on leur demande en fait si la méthodologie leur convient, et puis après, ils participent ou pas. Et nous, à l'IFACI, notre ambition, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'adhérents qui participent à ce travail, puisque la cartographie des risques, c'est pour nous quelque chose d'important. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on enclenche la première séquence et on va laisser le floor à Audrey et Albena pour présenter les résultats et le palmarès. Merci Gilles, merci Séverine. Donc effectivement, on va vous présenter les résultats de Vigie 2030 ce soir. Alors Vigie 2030, pourquoi ? Parce que Risque 2030. Donc Risque 2030, c'est une étude que certains d'entre vous connaissent, qui a été publiée sous la forme d'un baromètre, on pourrait dire, voilà, en 2017 et 2019, avec un objectif qui était de faire la cartographie des risques et des opportunités des entreprises françaises à horizon 2030. Avec un parti pris qui était de reproduire en fait le mode opératoire d'une cartographie des risques, donc quelque chose de collégial et de pluridisciplinaire. Et le retour d'expérience qu'on a fait de ces deux éditions, le bilan, c'était qu'il y avait une réelle appétence en fait des organisations pour travailler sur ces sujets, risques et opportunités, donc en fait sur des tendances qui peuvent à moyen terme ou à long terme, plutôt des risques émergents qui à moyen ou long terme peuvent se concrétiser en risques et en opportunités, mais qu'elles manquaient aussi peut-être d'outils et de repères, et que peut-être on pouvait aller au-delà de simplement faire cette étude. Et donc on a basculé, d'où le changement de nom qui symbolise cette évolution, ce pivot. On a mué vers Vigie 2030, donc on a évoluer d'une étude avec une fréquence à un dispositif avec une permanence, avec pour objectif, certes, toujours de publier cette cartographie qu'on va vous montrer ce soir, mais aussi de fournir des outils, des repères aux organisations pour travailler sur les sujets émergents. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sujet émergent ? Parce que vous allez voir que dans le registre, il y a beaucoup de choses qui vous sont peut-être déjà familières. Vous allez me dire, c'est pas émergent, c'est émergé. Voilà, il y a deux notions dans l'émergent. C'est soit des sujets qui sont totalement nouveaux parce qu'il y a une rupture technologique. C'était le quantique il y a quelques années. Soit des sujets que l'on connaît déjà. Vous allez me dire, la pandémie, l'inflation, de tout temps, ça a existé, mais qui vont connaître une accélération, une intensité. Donc voilà ce qu'on met derrière le vocable de risque émergent ou de sujet émergent. Et donc, il y avait un besoin de repères et de travailler sur ces sujets-là. Et on s'est dit, notre objectif, ça va être certes de faire cette cartographie, mais d'accompagner les organisations et donc de travailler, d'augmenter encore la collaboration sur les outils clés qui sont d'une part le registre et d'autre part les échelles d'évaluation, la méthodologie d'évaluation. Et donc, on a encore plus augmenté sur la partie registre la collaboration, puisqu'on a vraiment fait un système itératif d'aller-retour, voilà, je dirais, avec nos différents partenaires. Et aussi une nouveauté qu'on a mise en œuvre dans le cadre de cette
première édition, je dirais, de Vigie 2030, c'est de finalement challenger aussi notre méthodologie qu'on avait mise un petit peu sur la table à tout l'écosystème qu'on consultait, en disant voilà, utilisez cette méthodologie pour évaluer les sujets en tendance, en risque ou en opportunité. Et bien là, on a travaillé avec eux sur cette méthodologie. Est-ce qu'elle vous convient? Comment on peut l'optimiser? Donc, en résumé, donc, et toujours effectivement avec nos partenaires, puisqu'on n'a pas la prétention de pouvoir faire ça tout seul. On sait très bien que le côté co-constructif et collaboratif est extrêmement important pour être le plus pertinent possible, pour capter le plus de sujets possible. Donc l'idée, c'est qu'on consulte tout notre écosystème, c'est même ouvert à au-delà de notre écosystème, et on s'appuie effectivement sur les différentes expertises de nos partenaires, Amrae, IFACI et le CDSE. Donc si je devrais résumer Vigie 2030, qu'est-ce que c'est? En tous les cas, c'est quoi notre objectif? C'est de fournir aux organisations un référentiel pour capter et travailler sur les sujets émergents en mode open source et en s'appuyant sur une communauté. Voilà, en quelques mots. Et donc ça va peut-être être un petit peu méthodologique, mais voilà, on va vous présenter le registre, la méthodologie et enfin le palmarès tant attendu. Bon, on va pas tout à fait vous présenter le registre, on va juste le survoler rapidement parce que on l'a publié en 2023. Je pense que la plupart de vous connaissent sont déjà familiers, mais juste pour pouvoir vous présenter le palmarès à la suite, ce serait bien aussi de faire quand même un petit tour sur l'édition 3.0 de Vigie 2030, le registre, à savoir que il est issu de ateliers collaboratifs, d'un brainstorming en ligne, de travail d'affinage avec les différentes partenaires et toute leur communauté, pour en arriver à cette 3e édition qui s'est vu augmenter le nombre de tendances. En fait, on est passé de 50 pour l'édition 2021 à 68 pour l'édition 2023. Toujours rangé dans 10 thématiques différentes. Avec cette slide, on vous propose d'avoir une vue d'ensemble des évolutions que notre registre a subies, à savoir que vous pouvez voir en fait à côté du news, c'est le nombre de tendances nouvelles qui ont fait leur entrée dans cette classification, et avec les 2 flèches qui se croisent, ce sont les tendances qui ont subi une évolution parce qu'on prend en compte les évolutions comme par exemple l'intelligence artificielle. C'était l'émergence de l'intelligence artificielle pour le registre 2021. Là, en 2023-2024, on est sur l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Il y a une accélération de cette tendance qu'on a voulu capter dans notre registre. Il n'y a pas on le veut pas parfait. En fait, c'est quelque chose qu'on propose à notre communauté, à notre écosystème. Il a le mérite d'exister parce que c'est quelque chose que vous pouvez vous approprier, vous pouvez travailler dans votre entreprise, vous pouvez l'ajuster ou vous pouvez également complètement le rejeter et se dire ça me convient pas du tout. On va passer à quelque chose d'autre. Oui, s'il te plaît. Voilà, c'est juste pour vous montrer en 2 slides une vue d'ensemble des différentes tendances. Si vous regardez un peu en détail, vous allez voir qu'il y en a certains qui sont interconnectés, certains qui sont même, on peut en arriver, qui sont même contradictoires. On a merci beaucoup. Dans l'évolution des modes de consommation, on a par exemple une tendance de déconsommation complètement de la société, mais on a également la floraison de la propriété virtuelle, ce qui peut sembler complètement contradictoire, mais qui aujourd'hui dans la société coexiste. Il y en a certains comme l'intelligence artificielle qui va également engendrer un chamboulement des métiers. On voit aujourd'hui des métiers qui hier n'existaient pas. Voilà, il y en a qui sont la résultante d'autres, et il y en a d'autres qui sont complètement contradictoires. Et c'est un outil qu'on met à disposition pour pouvoir permettre cette réflexion sur les tendances émergentes à un horizon long, qu'on veut comme un outil, et on n'a pas de prétention que ce soit parfait. Encore une fois, c'est juste quelque chose qui peut vous aider à réfléchir sur ces sujets-là. Merci Albena. Effectivement, concrètement, nous, c'est notre outil dans le cadre de Vigie 2030, mais vous, la manière dont vous pouvez vous en servir, c'est faire votre shopping list, ça me concerne, ça me concerne pas en tant qu'organisation. Et puis, une fois que vous avez fait votre shopping list, c'est peut-être changer la formulation, descendre dans des scénarios plus fins, ou au contraire, c'est ce que disait Albena, vous n'appréciez pas, vous trouvez que c'est mal fichu, c'est mal découpé, mais au contraire, ça vous fait quand même une base de démarrage dans le cadre de votre réflexion.
Alors, si on passe à la méthodologie d'évaluation, donc ça c'était la nouveauté hein, dans la saison, je dirais 2024 de Vigie 2030. Une fois de plus, ça a été de challenger notre méthodologie et donc d'organiser des ateliers, notamment beaucoup d'ateliers avec l'IFACI, sur comment optimiser, augmenter cette méthodologie, avec quand même un challenge qu'on a besoin quand même dans le cadre de notre dispositif Vigie 2030, puisqu'après on ouvre une consultation pour faire coter les gens, et bien d'avoir une méthodologie tout terrain. Donc forcément, il faut qu'elle soit un peu universelle. Quand vous pouvez, quand vous souhaitez l'utiliser dans votre organisation, forcément, il va y avoir peut-être besoin de l'ajuster, de la préciser et de la retravailler. En tous les cas, sur la partie impact, donc l'échelle qu'on avait précédemment était une échelle à pas 4 niveaux, justement, c'est plutôt 4 catégories, puisqu'on n'est pas dans une échelle de graduation, hein, mais on est vraiment dans une approche plutôt binaire. Il y a soit les risques, soit les opportunités. Et on voyait qu'à l'intérieur de opportunité ou risque, voilà, on nuance une opportunité majeure, une opportunité, un risque ou un risque majeur. Donc on avait cette distinction sans forcément plus d'informations. Donc le feedback qu'on a eu de la part des organisations, c'est OK, mais comment, à partir d'une tendance qu'il y a dans votre registre, on l'évalue en risque ou en opportunité? C'est pas évident juste avec c'est plutôt une opportunité majeure ou c'est plutôt une opportunité. Donc on a travaillé dans les ateliers pour dire OK, comment on va coter une tendance? Il y a deux sous-critères, deux sous-jacents importants à l'impact. Le premier, c'est bien évidemment le critère financier, et donc on intègre l'impact de la tendance. Alors suivant le profil des organisations, soit sur les EBITDA, soit sur la capacité d'autofinancement. En tous les cas, c'est bien d'avoir un critère financier. Et il y a un deuxième critère, qui est le critère non financier, à ne pas confondre avec l'extra-financier dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais qui est plutôt l'impact sur l'écosystème des organisations. Là, nous, on s'intéresse à l'impact sur l'organisation, donc c'est pour ça qu'on l'appelait le non-financier, qu'on peut résumer à travers le capital immatériel, qui peut être structurel, relationnel ou humain. Donc ça a été déjà le premier, dans la Via Ferrata, la première amélioration qu'on a eue pour guider les organisations. Et puis le deuxième feedback qu'on a eu, c'était que les organisations sont assez friandes des verbatims. Donc on se dit, il y avait des verbatims dans l'échelle de vraisemblance, et ils nous ont dit, ça on aime bien, ça nous aide à se repérer, à se prononcer. Et donc on a simplement mis des verbatims. Alors on ne va pas les regarder dans le détail avec vous, mais simplement si on fait la distinction entre opportunité majeure et opportunité, on a dit que l'opportunité majeure est un game changer en termes soit d'impact financier, soit de capital immatériel, et l'opportunité simple, entre guillemets, et crée des circonstances favorables, une amélioration de ces deux, on va dire, indicateurs. Et donc, on a complété comme ça cette échelle d'impact. Sur l'échelle de vraisemblance, il n'y a pas eu de révolution majeure. On avait ces 4 seuils là qui, pour le coup, sont une graduation de la gauche à la droite. La vraisemblance augmente, avec les verbatims qui étaient déjà préexistants. La simple nuance qu'on a introduite, c'est dans la question à horizon 2030, quelle est selon vous, sur la base des éléments rationnels en votre possession? Et c'est une nuance qui peut vous sembler peut-être anecdotique, mais en fait ça aide énormément les gens à se prononcer, parce que là ils ont l'impression qu'on leur demande plus d'avoir une boule de cristal pour finalement coter la vraisemblance d'une tendance, mais simplement sur la base des éléments en leur possession, une fois de plus, de se prononcer. Et ça fera sans doute écho, en tous les cas cette interrogation, à des points que vont lever tout à l'heure Benoît et Robin en termes de méthodologie. Mais je ne vous en dis pas plus. Alors ces deux critères, comment on les exploite? On les exploite sur une matrice qui n'a pas bougé pour le coup, mais à qui on a donné un nom, donc une matrice d'enjeux, où vous retrouvez en impact l'abscisse et en ordonnée la vraisemblance. Et vous verrez qu'on a une approche extrêmement grossière. On est vraiment, on taille à la serpe. On a en fait des 16 combinaisons de la bataille navale. On en a dégagé 4 zones. Et vous voyez en fait qu'entre l'approche binaire risque ou opportunité, on va venir avec la vraisemblance finalement
souligner les zones qui ont une acuité plus forte, et donc on va considérer qu'un risque, enfin la partie risque ou la partie opportunité dont la vraisemblance est la plus élevée, donne, en tous les cas la plus vraisemblable, va donner lieu à une zone d'Eldorado et une zone de crise. Donc c'est une approche qui peut vous sembler assez, une fois de plus, grossière, mais qui a le mérite en fait de hiérarchiser facilement les sujets. On a 68 tendances. En utilisant comme ça ce découpage de la matrice, on arrive assez vite à faire émerger des sujets et donc à ranger dans des grandes boîtes, je dirais, voilà, ces 68 tendances. Le troisième critère qu'on utilise, c'est le niveau de préparation. Donc là aussi, on l'a soumis un petit peu à nos partenaires et à notre écosystème. On avait donc les 4 seuils, toujours un fort significatif, limité, faible, et on avait les définitions que vous voyez en bas. Typiquement, faible, c'est un très faible niveau de sensibilisation, des handicaps majeurs pour soit résister à cette tendance, soit en tirer profit. Et là, sur la base toujours du feedback que les verbatims étaient appréciés, on a mis des phrases un peu de synthèse, un peu choc, je dirais, qui permettent de résumer la situation. Un niveau de préparation faible, c'est soit les entreprises n'ont rien mis en place du tout, et même elles ont peut-être même rien prévu de faire, en tous les cas à court terme. Et donc on a adopté cette logique pour tous les seuils, et c'est vrai que dans une cartographie classique, souvent le débat va avoir lieu plutôt entre est-ce qu'on a un niveau de préparation qui est significatif ou un niveau de préparation qui est limité. Là on ne va pas vous montrer les résultats d'ensemble, mais souvent voilà, le débat il est plutôt est-ce qu'on est entre limité ou faible, à de rares exceptions sur ces sujets-là que l'on a dans le spectre de l'étude, alors même que, une fois de plus, je vous disais que certains sujets, vous allez peut-être me dire c'est archi connu. Oui, c'est archi connu, mais quand on demande en fait aux organisations si elles ont un niveau de préparation plus ou moins avancé, il n'est pas si avancé que ça. Autre évolution qu'on a apportée, simplement on a fait pareil, la question, on a introduit une nouveauté qui est quel est le niveau de préparation des entreprises de votre écosystème ou de votre organisation en tenant compte de la vélocité de la tendance. La vélocité de la tendance, c'est effectivement un critère important parce que une cartographie, en fait, on est sur une photo. Souvent, on dit c'est une photo à un instant T. Et c'est vrai que quand on parle de tendance, là je vous disais, on a une tendance, on essaie de voir est-ce qu'elle se projette en risque ou est-ce qu'elle se projette en opportunité. Eh bien, c'est important effectivement d'être capable de passer en mode vidéo, c'est-à-dire de tenir compte de la vélocité. Est-ce que cette tendance, elle est en train de se rapprocher vraiment très très fortement, ou au contraire, est-ce que le mouvement est plus lent? Et pareil, j'ouvre les débats pour ce que vont nous présenter Benoît et Robin dans un instant. Et donc c'est vrai qu'en fait, les questions qui sont ressorties d'un certain nombre d'ateliers nous ont permis de mûrir et de faire évoluer la méthodologie, tout en essayant de rester une fois de plus tout terrain. Le dernier outil, c'est la matrice de stratégie, où on va venir, qui existait déjà et qui n'a pas bougé. La même chose, on l'a baptisée, on lui a donné un nom, cette matrice. Vous allez retrouver en abscisse le niveau de préparation. Et ce que vous retrouvez en ordonnée, c'est en fait la résultante de la première matrice. Donc on a les enjeux donc en ordonnée de la zone d'Eldorado à la zone de crise. Et donc en fait cette zone de stratégie, elle permet en fait d'avoir une feuille de route en fait sur qu'est-ce que je dois faire et comment. Donc si on regarde en fait le niveau de préparation fort, et bien sur la partie on va dire risque et crise, les sujets doivent être mis sous surveillance, c'est-à-dire qu'on a un niveau de préparation qui est déjà élevé, qui est fort, mais on doit veiller faire en sorte que ce niveau reste constant et que si la tendance évolue, on soit toujours ajusté en termes de dispositifs de prévention, protection, réaction. Sur la partie opportunité, là c'est plutôt une zone où il va falloir, je dirais, l'investir, l'envahir, démultiplier la présence, les investissements pour essayer au maximum de capter les opportunités. Si on va à l'extrême droite avec un niveau de priorité faible, on va considérer que tous les sujets, quels qu'ils soient, avec un niveau de priorité faible, doivent là donner lieu à des plans d'action de manière prioritaire. Et on y adjoint aussi la zone avec la plus forte acuité, soit la zone Eldorado, soit la zone crise, et pour lesquelles on a un niveau de préparation limité. Et puis, vous voyez bien qu'en creux, on a une dernière zone qui se dessine, un peu ventre mou, qui est finalement des sujets où on a un niveau de préparation limité sur les parties, on va dire, intermédiaires, qui sont l'opportunité et le risque. Et par contre, on y inclut aussi tout ce qui va y avoir, tout ce qui
à un niveau de préparation qui est significatif. Voilà, donc cette matrice, on ne vous la montrera pas, parce que, ainsi que je commençais à vous le dire, elle n'est pas extrêmement discriminante, parce que très souvent, les sujets restent en zone de priorité 1, à quelques exceptions près. Donc voilà pour la méthodologie Vigie 2033.0, donc qui était la nouveauté de 2024. Merci. Voilà, maintenant le palmarès. Maintenant, une fois qu'on a travaillé sur cette méthodologie, qu'on a travaillé à affiner le registre, voilà, vous avez une vue d'ensemble de la matrice. On a fait une consultation pendant 3 mois, début de l'année dernière, 2024, qui a permis de dégager cette matrice d'enjeux. La première chose qu'on remarque, c'est quand même extrêmement diffuse. On voit des sujets qui sont en opportunité, voire en zone d'Eldorado, d'opportunités très fortes, mais aussi pas mal de sujets qui sont en zone de crise. Pour vous donner quelques chiffres, on est quand même à 56% de sujets qui sont plutôt considérés à risque, contre 44% qui sont considérés en opportunité. C'est une tendance qui se confirme parce que l'édition précédente, déjà, il y avait plus de sujets considérés en risque qu'en opportunité, mais on a quand même un bon nombre qui sont dans la zone verte, ce qui est plutôt positif. Voilà. Maintenant, pour vous donner une vue d'ensemble, un focus sur le top 10 des opportunités. Comme vous voulez voir, ce qui se dégage à première vue, c'est la macro-tendance accélération et intensification de l'innovation qui compte le plus de tendances dans le top 10, à savoir en première place l'hyperdigitalisation de l'économie. Après, vous avez en troisième et en quatrième place les sujets relatifs à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique, qui, pour la petite anecdote, n'y figuraient pas dans le top 10, même dans les plus au classement il y a encore 3 ans, mais qui aujourd'hui ont été parachutés à la 3e et à la 4e place. Et à la 6e place, on a la rupture technologique énergétique. D'autres tendances qu'on voit dans notre top 10 Eldorado, c'est des sujets aussi liés à l'évolution des modes d'emploi, avec l'expression croissante de besoin d'un sens et l'accélération de la flexibilité spatio-temporelle, mais également 2 sujets qui sont plutôt liés au vieillissement et à l'évolution de la population, à savoir le développement de la cyberéconomie et une nouvelle tendance, l'émergence de la géroscience. Voilà un peu pour le vue d'ensemble des top 10, et je vais laisser Audrey présenter le top 10 des crises. Alors, on termine par le rouge, on aurait peut-être dû faire l'inverse, voilà, en tous les cas sur la partie crise. Alors, autant sur les opportunités, on peut dégager des thématiques qui ressortent un peu, autant sur la partie risque, c'est un peu plus ambiance patchwork, je dirais, ce qui est assez aussi symptomatique. Hein. Donc, les thématiques, si on zoome un petit peu en arrière, les thématiques qui ressortent le plus, c'est chamboulement de l'économie, avec les sujets irréversibilité du surendettement des États, distorsion des richesses et inégalités, et la pérennisation des tensions financières. On a les sujets qui sont liés à la métamorphose, aux métamorphoses géopolitiques. Hein. Donc, c'est dans cette thématique-là, on a le sujet de la cybermalveillance à la cyberguerre. On a aussi le sujet métapuissance des gamma et des gammam qu'on a mis dans cette thématique. Et bien évidemment, vous le voyez, on a aussi la thématique nouvelle donne environnementale et sanitaire avec les 2 premiers sujets, accélération du réchauffement climatique et des multiplications des événements extrêmes, et la partie déplétion des ressources naturelles. Et en fait, c'est assez intéressant, en regardant simplement les thématiques, de voir que finalement les sujets crises qui ressortent sont bien en lien avec tout ce qu'on a pu entendre ces derniers mois sur les polycrises. C'est de se dire qu'aujourd'hui, voilà, les organisations, ça arrive un petit peu de tous les côtés, et finalement, on voit bien au niveau des thématiques crises qu'on est sur quelque chose d'extrêmement protéiforme, alors que la partie opportunité était beaucoup plus avec des dominantes liées notamment à l'innovation technologique. On remarque aussi l'arrivée de 2 nouvelles tendances, hein, donc pression sur le système de protection sociale qui est assez d'actualité, et pérennisation des tensions financières. On voit donc ces sujets, on va dire, financiers, économiques, prennent aussi le devant de
des préoccupations. Et puis, bien évidemment, on a un podium qui est marqué par le vert, hein, avec les 2 premières marches occupées par ces tendances. Alors, c'est vrai que l'année a été aussi marquée par la CSRD. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup marqué les gens et qui les a, en tous les cas, sans doute pas influencés, mais en tous les cas, ça a été intégré dans le vote. Et c'est vrai que si on se projette à horizon voilà, de quelques années, c'est effectivement des sujets qui vont être phares. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le niveau de préparation, vous voyez, autant c'est ambiance patchwork sur les sujets, autant sur le niveau de préparation, c'est totalement monolithique. On a voilà, qu'un niveau de préparation qui est limité. Alors même que voilà, il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas du tout nouveaux. Voilà ce qu'on pouvait vous dire rapidement sur les résultats. Vous pouvez tout retrouver sur le site Vigie 2030, à la fois le registre que vous n'avez pas forcément dans le livrable, le poster qui vous est remis aujourd'hui, et puis la matrice et la méthodologie qui sont là dans le poster. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions, et s'il y en a déjà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent des questions sur l'étude ou pas. Toujours la première qui dit ouais. Oui, sauf... On m'entend, oui. Bonjour, Guillaume Langlais, Enedis. Sauf erreur de ma part, dans la partie cyber, je n'ai pas noté la partie risque sur les compétences, leur raréfication par rapport aux besoins immenses qu'il y a sur ce domaine. Non, alors effectivement, on n'a pas un sujet spécifique à ça. Par contre, on a dans le registre une tendance qui s'appelle chamboulement des métiers. Et donc, on pourrait y mettre en sous-jacent ce sujet-là. Mais typiquement, vous voyez, ça, c'est la manière dont on peut se servir du registre. C'est de dire, voilà, à quoi je rattache mes sujets, comment je les décline. Voilà. Ce n'est pas un sujet qui, nous, est une porte d'entrée. Mais si je devais le raccrocher, je le raccrocherais à cette tendance sur le chamboulement des métiers. Après, tout ce qu'on vous a montré, on vous l'a montré en mode, je dirais, linéaire, dans des boîtes. On peut très bien, moi j'essaye de le faire, mais je n'ai pas encore terminé, on peut très bien le faire en mode mind map. Alors, il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose de très compliqué, mais il y a forcément des sujets qui sont liés et des interactions entre les tendances. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Sinon, on va enchaîner. Moi, j'ai pas une question. Je t'avais dit que je ferais une question piège, mais je n'avais pas fait de question de piège. J'ai juste une remarque, mais je pense que ça a été, ce qui est toujours la critique de ces palmarès, c'est au moment même, déjà, c'est une moyenne de plein de gens différents, donc c'est là où on verra tout dans la deuxième présentation. Ce qui est intéressant, c'est de cerner la démarche sur une entreprise, une organisation, où là, il y a l'effet moyenne est moins important. Et puis l'autre aussi, mais ça, c'est la critique qu'on peut faire sur tous ces exercices et même les cartographies, ça reste une photo. Au moment même où on regarde le palmarès, il est déjà périmé. Et on voit bien que cette notion de vélocité des tendances qui a pas mal été présentée, on voit bien qu'il y a des effets accélérateurs de dingue. Si on regarde le Covid, ça avait été un accélérateur de plein de tendances. On parle notamment de la tendance sur les nouveaux modes de travail, le télétravail. On voit bien que la vélocité, elle peut être un retour en arrière, c'est-à-dire qu'il y a des effets de levier. On voit que maintenant, il y a une tendance où il y a certaines entreprises, notamment aux États-Unis, qui reviennent, même en France d'ailleurs, sur ce sujet-là, et de manière assez forte. Donc on voit bien qu'il y a vraiment aussi une logique assez rapide. On voit que l'élection de Trump, son deuxième mandat, on voit bien que c'est un accélérateur aussi potentiel. On va voir ce que ça va donner. Mais déjà, ses premières déclarations, avant même d'être élu, le sujet de l'initiative sur le Groenland, ça impacte une des tendances qui existe dans le registre, qui est les nouvelles stratégies arctiques. On voit bien que derrière, effectivement, il y a des enjeux géopolitiques. Sa sortie, en tout cas son programme, qui dit que le mot tarif, donc les droits de douane, est le plus beau mot du monde. On voit bien que ça va venir aussi complètement accélérer sûrement une des tendances qui existent aussi sur le protectionnisme et sur ces stratégies-là. Les sujets, puis on voit qu'il y a des nouvelles tendances qui vont arriver, qui ne sont pas encore dans le registre, mais qui vont être des effets de réaction par rapport à des choses qui existent. Là aussi, si on regarde l'élection de Trump, avec notamment tout ce qui a été annoncé sur ce que va faire Elon Musk avec sa nouvelle position au gouvernement qui a vocation à complètement déréguler et non pas la tronçonneuse, je ne sais pas avec quel instrument, mais de couper massivement les dépenses. On voit bien que c'est aussi une réaction, c'est ce qui se passe aussi en Argentine, à toute la pression financière de l'endettement des entreprises, et ces sujets de libertarisme montent. Et donc ça pourrait être une nouvelle tendance aussi du registre. Bref, en tout cas, ce que je veux simplement dire, c'est que cette notion de vélocité, elle est vraiment clé. Elle est déjà impactée, elle est déjà introduite dans
dans la méthodologie Vigie 2030, qui est une méthodologie un peu tout terrain, comme tu le disais, chez RNG, on a essayé c'est des sujets sur lesquels on travaille, et donc on réfléchit aussi à avoir des méthodologies un peu plus poussées, qui vont introduire notamment ce type de critères. Et donc ça me permet de demander à Benoît Bougnou, c'était un peu long l'introduction, je suis désolé, et Robin Gardier, de venir présenter la deuxième partie. Magnifique, merci. Bonsoir à tous. Alors Bonsoir. désolé, on va reparler de méthodologie, il faudra mériter le cocktail. Donc on va... Alors pardon, comment ? Voilà. Donc le point de vue est un petit peu différent. Ce qui vous a été présenté, c'est une étude, tout secteur, public, méthodo 4.4, comme ça a été expliqué. Le point de vue ici, il est un peu différent, l'issue du consultant et l'outil de consultant. Et la façon dont on peut, nous, s'approprier, utiliser, mettre en œuvre ces démarches-là, puisque pour être concret, ça fait l'objet de missions. Et c'est même des intrants classiques de cartographie des risques. Donc, risque émergent commence là où s'arrête une cartographie des risques standard. Et sur l'horizon de temps, une cartographie des risques, c'est 3-5 ans, classiquement. Je parle de droit commun, donc un plan stratégique, un business plan. Risque émergent, on va regarder plus loin. On a un champ qui va jusqu'à 10, 15 ans, peut-être même modelable dans certains cas. C'est un premier point. Un second point, c'est que généralement vont tomber hors cadre d'une cartographie des risques, entre guillemets, de droit commun, des sujets un petit peu extrêmes, un peu, on va dire, qui vont faire un peu rigoler sur la table d'un COMEX. Voilà. C'est complètement le sujet quand on dédie un exercice vraiment sur des thématiques émergentes et un petit peu hors cadre. Donc ça, c'est deux notions extrêmement importantes à avoir en tête. Du coup, pourquoi est-ce qu'on fait ça et quel est l'intérêt quand on déroule ces approches? Le premier, trois points. Hein. Si on parle de risque pur, qui est le terrain de jeu classique des fonctions gestion de risque de l'ERM, plus on prend, tous égales par ailleurs, hein, plus on prend en avance des sujets, c'est bien ce qu'on fait là, plus on a le temps d'adaptation. Et quelque part, si je tire le trait pour faire le lien avec le second volet, on peut quasiment tourner ça en opportunité, on entend souvent ça. Le second volet, ça a été présenté, Albena a présenté sa partie du palmarès qui était verte, c'est qu'on parle d'opportunité. Plus on regarde loin dans le temps, plus c'est compliqué de dire, c'est ce que je viens de dire, de quel côté va tomber la pièce. On va parler d'informatique quantique tout à l'heure, pas moi, surtout pas, mais en portant la focale un petit peu loin, c'est compliqué de dire aujourd'hui, c'est négatif, c'est positif, voilà. Donc il y a un terrain de jeu qui s'ouvre, qui est un petit peu, encore une fois, nouveau pour l'immense majorité des fonctions de risque, qui est l'opportunité. Voilà. Ce qui amène au dernier point, qui est, dans ce type de mission, d'intervention, potentiellement un changement d'interlocuteur et de positionnement, puisqu'on va venir informer, alors une stratégie, peut-être, mais des réflexions vraiment de long terme, et vraiment la gouvernance, la stratégie à un échelon gouvernement-gouvernance. Voilà pour le portage du décor. Du coup, je ne vais pas... Audrey vous a bien détaillé l'existant, c'est notre base de départ, hein, quand je parle de risque émergent. Donc je vais laisser Robin vous présenter la méthodologie sur laquelle on a travaillé. Le point de départ, il est celui-là, je vais l'afficher, excusez-moi, très vite. Le premier point, c'est qu'on est dans Vigie 2030. Et en delta, Robin vous expliquera ce qu'on est amené à mettre en œuvre. On est sur un horizon fixe, c'est dans le titre. Donc, alors 30, demain 35, 40, on verra. Mais c'est un premier point. À cet horizon fixe, il y a, et je ne vais pas paraphraser encore une fois, répéter ce qu'a dit Audrey, il y a une question qu'on va appeler de polarité, de quel côté tombe la pièce. Ce qui suppose, par rapport à mes commentaires, de descendre sous la maille de la tendance. Vigie 2030, c'est 68 tendances. Quand on fait une cartographie de risque ou opportunité émergent, on est potentiellement très au-delà puisqu'on descend à une maille scénario. C'est exactement la question qui a été posée. Dans cyber, j'ai pas vu les compétences, mais typiquement, c'est un sous-scénario ou un scénario de cette thématique-là. C'est bien à cette maille-là qu'on descend. Ces scénarios-là, encore une fois, si on parle en polarité, comment est-ce qu'on les positionne? Vraisemblance, je ne reviens pas, c'est à quel point avec les données qui sont à notre disposition, entre guillemets, on y croit à l'horizon, encore une fois, fixe, 2030, et niveau de préparation qui est l'arsenal, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a, à quel point, généralement, on va connaître ou pas, et dans les cas les plus, on va dire, favorables, on est déjà potentiellement équipé.
La résultante de tout ça, c'est ce que vous avez vu, alors un petit peu différent comme affichage, mais vous avez vu ce qui a été présenté, cette matrice coupée en 4, où on va venir, je répète, non pas plotter des tendances, mais des scénarios, et avec une notion de priorisation qu'on va faire ressortir par la forme du point. Donc cet affichage-là, en fait, cumule les deux matrices qu'a présentées Audrey. Le point, avant de passer la parole à Robin, notre focus, nous, quand on va dérouler ce type d'approche, c'est pas tant de présenter un radar, qui est complètement le sujet sur Vigie 2030. Encore une fois, c'est une étude publique, collaborative, open source. C'est d'en faire un outil d'action. Voilà. On va pas faire de Philo et Gaston Berger, mais la prédiction, ça marche jusqu'à un certain point. Ça s'arrête assez vite, en fait. Donc, c'est pas s'épuiser sur la prédiction pour la prédiction. Mais quelque part, le futur, il faut pouvoir le prédire, c'est peut-être le fabriquer, en partie, donc agir. Donc, l'idée, c'est de choisir des batailles, voilà, avec une focale, une longue vue la moins fausse possible, et faire ressortir des chantiers concrets. Voilà. C'est vraiment ça notre focus. J'essaie, Robin, maintenant, vous présenter plus en détail ce qui est fait, vraiment le détail de la méthodologie, entre guillemets, réelle de terrain. Merci Benoît. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ouais, comme le disait Benoît, je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on a voulu rajouter à cette méthodologie, qui est une méthodologie qui a déjà été déployée dans le cadre de missions pour certaines entreprises. Elles se reconnaîtront. Et donc, quand je suis arrivé chez RNJ en septembre, on est arrivé avec cette méthodologie-là et on a voulu travailler sur des intrants, donner un peu plus de matière, on va dire méthodologique, à ce type de méthodologie de gestion de risques et opportunités émergents. Donc, ce qu'on a proposé, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'essayer plutôt que d'être sur un horizon fixe, d'essayer de naviguer sur plusieurs horizons temporels, à essayer d'aller chercher du plus long terme, Benoît citait du jusqu'à 15 ans, mais aussi éventuellement du un peu plus court terme, pour capter des sujets qui ne sont pas forcément encore rentrés dans la carto, mais qui pourraient évoluer très rapidement. On parlait de vélocité. Et le second objectif, chose à compléter, on va dire, c'est essayer de capter les sujets pour lesquels il est urgent d'agir. J'ai des sujets pour lesquels qui vont potentiellement impacter mon entreprise dans 10 ans, mais pour lesquels il faut que je commence à travailler maintenant, parce que les temps de R&D, par exemple, sont très très longs. Donc c'est essayer de capter aussi, grâce à cette méthodologie, le sujet de l'urgence à l'action, ou l'urgence à la prise de décision. Donc pour ça, on propose 3 nouveaux critères, qui vont compléter les 3 que Benoît et que Albena et Audrey ont déjà présentés. Le premier, c'est l'horizon d'impact, donc très simple. Quand est-ce que mon risque, ce scénario, par exemple, qui est un scénario précis, qui est un scénario qui parle aux gens, mais qu'il s'agit de creuser, quand est-ce que ce scénario il va impacter de manière conséquente, on va dire, mon entreprise. Donc très long terme, moyen terme, imminent. On définira les termes, c'est une méthodologie sur mesure qu'on veut appliquer selon vos priorités. Le second, c'est le temps de réponse. Combien de temps ça me prendra en R&D, en développement, en projet et en investissement en ressources disponibles. Combien de temps ça prendra pour pouvoir capturer soit l'opportunité ou mitiger le risque. Deuxième élément. Et le troisième et dernier, c'est un élément qui ressort, il me semble, des discussions qu'il y avait eu avec la communauté Vigie 2030, donc vous, qui portait sur le degré de confiance, la crédibilité des raisonnements et informations avancées est disponible à date de l'évaluation. Ça permet de surpondérer des sujets pour lesquels on est sûr que ça va arriver et de sous-pondérer certains pour lesquels il y a un très fort degré d'incertitude concernant les informations disponibles à date. Voilà. Donc ces 3 critères, on veut les réconcilier de manière simple sur un modèle tridimensionnel comme on a pu le voir juste avant. Donc le premier axe, il porte sur la valeur stratégique. Il réunit 2 précédents axes qu'on avait sur la méthode Vigie 2030, qui sont la polarité ou l'impact. Donc là, on est sur opportunité majeure, risque majeur, etc. Et le niveau de préparation. Pourquoi est-ce qu'on les combine? Parce que là, on va essayer de capter une valeur stratégique et on va essayer de voir quelle est l'ampleur de l'effort à produire pour aller chercher cette valeur stratégique. Donc si on a une très forte valeur stratégique et qu'on a un gros gap, ça peut ressortir plus haut. Donc premier axe, c'est la valeur stratégique. Donc on a une forte valeur à capter ou une forte valeur à sauver, et les deux in the middle. Deuxième axe, le potentiel de matérialisation. Donc là, c'est l'axe des Y. Là, c'est un indicateur qui ressemble énormément à la vraisemblance qu'on a déjà vue. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus.
Mais grosso modo, on a rajouté aussi le degré de confiance et on garde la même échelle, peu probable, envisageable, fort probable et quasi certain. Et finalement, le troisième, last but not least, ce qu'on a appelé en anglais, parce que ça rend mieux en anglais, le time to decision, ou ce qu'on pourrait appeler en français la marge de manœuvre décisionnelle, qui est composée très simplement de l'horizon d'impact. Donc, dans combien de temps mon entreprise sera impactée significativement par ce scénario, qui pourrait être des problèmes de recrutement sur telle chose, qui pourrait être une menace cyber qui va exploser d'un seul coup à cause de l'informatique quantique, auquel on va soustraire le temps de réponse, donc tout simplement le temps qu'il va me falloir pour pouvoir répondre à cette tendance. Et on classe en plusieurs étapes, donc ce time to decision. Si on est inférieur à 0, c'est qu'on a un retard à l'allumage et qu'il faut prendre la décision tout de suite si jamais on considère que c'est un domaine stratégique. Si on est entre 0 et 1 an, là on a plutôt intérêt à commencer à présenter ça à notre gouvernance et à essayer d'arbitrer des projets. Et finalement, entre 1 et 5 ans, on peut rajouter ça au plan strat et prendre un peu plus de distance. Au-delà de 5 ans, on considérera que c'est hors scope, mais tout ça, encore une fois, est modulaire. Donc c'est selon les besoins. Donc on a ces trois dimensions, la valeur stratégique, le potentiel de matérialisation et le time to decision, la marge de manœuvre décisionnelle. Et on va essayer de les remettre sur une heatmap, parce qu'on aime bien les heatmaps. Et parce que ça a le mérite de pouvoir présenter tous les résultats sur une seule slide. Bien sûr, on a d'autres livrables qui vont un peu plus loin, notamment pour l'arbitrage des actions en comité, comité risque, comité exécutif, etc. Mais celui-là, il a donc le gros avantage de pouvoir tout montrer. Donc, je vous présente les yeux de mouche. Donc, c'est une version un peu différente, un peu twistée de ce qu'on a pu vous présenter juste avant, qui se compose de ces 4 zones. Moi, la première fois que j'avais vu l'étude Vigie 2030 avant de rejoindre RNJ, j'avais adoré cette visualisation. Et donc, on a juste voulu un peu la twister pour essayer d'identifier 4 zones. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la logique mathématique qu'il y a derrière, mais toute cette zone verte-là, ça correspond à des rapports de valeur stratégique et de potentiel de matérialisation qui sont élevés. Même si on est sur un potentiel de matérialisation peu probable, si la valeur elle est extrême à capter ou extrême à sauver, on considère que c'est potentiellement des sujets qu'il faut prioriser. Voilà. Et donc, la forme des points ici nous indiquera l'urgence à la décision. Donc, si on regarde un peu sur des points placés au hasard, voilà, c'est ce que vous pourriez avoir, in fine, mais pas placés au hasard, pour votre entreprise, pour arbitrer des sujets. On retrouverait des sujets en zone de crise, les étoiles à arbitrer. Alors, donc là, on regarde, on descend les sujets un par un, sujet, pas sujet, on arbitre, on lance une action, etc. Mais ce que je voudrais faire, c'est me focus sur la création de valeur. C'est l'objectif ce soir. Et donc là, on retrouve les 3 sujets, si on regarde, qu'on analyse ça en COMEX. On a 3 sujets, on a 3 étoiles en zone Eldorado. Le scénario 2, la valorisation des actifs digitaux et l'optimisation des processus industriels par l'IA. Et derrière ça, ce qu'on vous propose et qu'on ne vous montrera pas ce soir, c'est des tableaux d'arbitrage d'actions qui se basent là-dessus. Donc mon COMEX me valide tel et tel scénario sont pour nous prioritaires, il faut agir, et ensuite on a des livrables qui vous permettront d'arbitrer les actions juste après avoir présenté et validé ça. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc place aux questions, remarques s'il y en a. Et merci pour votre attention. Merci. Si, j'ai une question. Il y a des questions dans la salle. Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer d'une étude globale à comment on peut l'appliquer à l'échelle d'une entreprise, ou d'une organisation d'ailleurs. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. Alors, mais concrètement, là, on voit bien tout le côté méthodologique. Mais après, derrière, en général, comme une cartographie des risques, ce qu'il y a derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est concrètement comment ça se passe sur le terrain. Donc, par rapport à une cartographie classique, ça se fait en combien de temps en général? C'est combien de personnes qui vont être impliquées? On est sur le même type de projet, ou c'est vu cette complexité, on est sur quelque chose de plus... On va faire une médiane. C'est grosso modo le même nombre de personnes qui est impliquées sur une cartographie de risque standard, qu'on va appeler standard, donc c'est-à-dire un COMEX et peut-être un bout du premier ATO, on va dire. Donc on va dire entre 20 et 30 personnes, voilà, sur des groupes un petit peu dimensionnés.
Après, c'est plus le format de consultation qui va varier. On aime beaucoup le one-to-one en cartographie des risques. On va parler des sujets RH, des sujets finance, des sujets strat, etc. Ces sujets de risques émergents, l'obstacle, c'est le café du commerce. C'est qu'on parle de sujets sur lesquels tout le monde n'est pas forcément très renseigné. Donc là, l'idée, c'est plutôt de croiser les points de vue et d'amener de l'input. On est plutôt sur des formats d'ateliers. Et même plusieurs vagues d'ateliers. Il y a un gros travail un peu créatif en entrée de jeu qui est, encore une fois, de partir d'une maille assez macro qu'on va appeler tendance, qu'on a vu ce soir, un petit peu avant, pour descendre, encore une fois, à cette notion de scénario, qui est vraiment d'aller pointer de manière relativement, mais quand même précise sur différentes composantes d'une tendance. Le côté risque et le côté opportunité, et puis de manière un peu plus, ça peut être par horizon de temps, ça peut être sur des thématiques spécifiques, retour sur la remarque tout à l'heure sur les compétences versus le cyber. Donc ça va être ça. Il y a une grosse première vague là-dessus, puis la seconde sur la partie évaluative. Et vu le nombre de sujets qu'on brasse qui est significativement supérieur à une cartographie de risque entre guillemets normale, autour de la 30aine de sujets, on est au-delà du double en risque émergent. Donc c'est généralement des ateliers qui vont être fragmentés par thématique. Voilà. Par appétence, par expertise, voilà, les sachants internes, externes, etc. Voilà, les principales différences, ça va être ça. C'est un exercice quand même qui est plus lourd, un peu plus costaud, et en durée de réalisation, voilà, c'est la réponse habituelle du consultant, c'est pas nous qui définissons, c'est la disponibilité des sachants, des interlocuteurs en face. Mais on est sur des enveloppes similaires, 3 mois, 6 mois pour des projets vraiment dimensionnés. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions ? Non, alors, ouais, c'est des fonctions de risque. C'est une réponse pragmatique. C'est notre écosystème, c'est les fonctions de risque et d'audit interne, dans une moindre mesure d'assurance, je précise. Donc ça va émaner de ces fonctions-là, qui vont y faire rentrer. Voilà, c'est pas toutes les fonctions de risque qui vont faire ça. C'est ceux qui ont une appétence pour aller sur le long terme, pour aller sur l'opportunité, pour aller sur la stratégie. C'est pas tous les profils qui ont ces appétences-là. Et tout l'enjeu de ces fonctions-là, une fois que... Donc c'est eux, c'est la réponse. Et derrière, l'idée, c'est que les clients deviennent, comme on l'a dit, c'est informer la stratégie, créer des arbitrages sur des sujets de long terme, déclencher de l'action. Donc les destinataires ultimes, bien sûr, ce sera toujours les mêmes, entre guillemets. Ça va être les décideurs, ça va être les comités exécutifs. Voilà. Dans un premier temps, du coup, c'est des risk managers qui ont un peu de maturité et qui sont prêts à se lancer sur le long terme. Et dans un second temps, il faut qu'il y ait vraiment faut développer une envie au top management de vouloir avoir ça tous les ans, tous les 2 ans, parce qu'en fait, il faut que ce soit un outil, comme on le disait, un outil de pilotage qui serve en fait le comité exécutif d'un groupe, ou qu'il soit familial ou privé d'ailleurs, tout ça s'applique à tout le monde a priori. Et c'est un sujet, je termine là-dessus, qui marche bien. Parce que c'est pas la carto standard pour faire l'URD, c'est pas la double matérialité pour faire la CSRD, c'est pas Sapin 2, désolé pour ceux qui en font ici. C'est un exercice libre, c'est très très libre. Voilà. Généralement, ça accroche assez vite en fait. Ok. Ah, une autre question. Est-ce qu'il y a des corrélations avec les cartons des risques standards ? Ouais, je veux bien. Et il faut qu'il y en ait. Parce que les risques évoluent tout en permanence et dans la pratique, le mieux c'est d'appliquer des règles, de se dire lorsqu'on commence à être sur un niveau de vraisemblance très fort sur un risque émergent, peut-être l'année suivante ce serait pertinent de le faire rentrer dans la cartographie des risques standards. Lorsqu'on devient aussi très préparé à un risque, c'est aussi un indicateur que peut-être que c'est plus tant émergent que ça parce qu'on a déjà beaucoup investi. C'est pas toujours applicable, mais c'est un peu le cas. Mais oui, il faut que les deux exercices se parlent et parfois aussi des sujets de la carte standard qui jadis nous paraissaient évidents placés ici peuvent repasser sur le côté émergent sous l'effet d'une tendance, etc. Donc oui, il faut qu'ils se parlent les deux. Exactement, enfin, je vais paraphraser je pense, mais pour être sûr, ce qu'on vous montre là est une façon de faire, il y a des gens qui font ça de différentes façons, mais l'idée première, je commençais par là, c'est que le risque émergent, ça commence ou s'arrête la cartographie des risques, entre guillemets, standard. Donc c'est censé être le pool, la salle d'attente, entre guillemets, des sujets qui à un moment vont intégrer le standard, donc la vue à 3-5 ans. Donc il faut absolument que ça se parle, effectivement. Ok, merci beaucoup.
Merci. Donc on va maintenant passer à l'informatique quantique. Alors moi je suis ravi de cette intervention. Donc Christophe Legrand, bienvenue. Puisque moi c'est un sujet auquel je ne comprends rien, mais depuis des années je suis passionné. Et je sens bien que ça... On rigole parce que je pense que j'ai beaucoup énervé chez RNG avec ce sujet-là. Alors on sent bien que c'est... On en a parlé tout à l'heure comme risque, mais je pense que c'est surtout... on est typiquement dans la tendance de rupture. Je pense qu'on aura un peu plus d'informations très vite. On voit bien que c'est... En tout cas, on nous explique que ça va être... Si ça arrive à maturité, on change totalement de dimension. Donc là, on rentre dans un univers, je pense, assez dingue. Et donc moi, je suis ravi effectivement d'accueillir Christophe Legrand donc, de chez Pascal, donc, des pépites... On fait pas mal de French Bashing en ce moment. Je trouve que voilà, on a aussi des sociétés qui sont quand même incroyables et qui va donc nous pouvoir un peu nous éclairer, même si je suis pas sûr qu'on va comprendre plus derrière. Mais en tout cas, on va avoir l'air d'être un peu plus intelligent après ces 20 minutes. Donc, merci Gilles et bonsoir à tous. Avant de vous parler de l'informatique quantique, ce que je trouve intéressant dans les deux présentations, c'est de voir que l'informatique quantique, mais c'est le vrai paradoxe, ou en tout cas les discussions que je peux avoir aujourd'hui avec des clients, c'est de savoir est-ce qu'on met l'informatique quantique dans le risque ou dans une opportunité. Enfin, comment est-ce qu'on le voit. Et donc effectivement ça dépend, mais ça dépend aussi de la temporalité, vous en avez parlé. Donc c'est intéressant de voir que c'est effectivement potentiellement les deux ou les deux à la fois, et ce qui va me permettre de faire le lien avec le début du sujet. Juste en 2 mots, je m'appelle Christophe, ça fait 2 ans que j'ai rejoint Pascal pour aider cette start-up maintenant qui est une scale-up, puisqu'il y a c'est 300 employés, mais je reviendrai un petit peu sur la cartographie de Pascal, c'est pas l'idée du soir. Et j'ai rejoint en fait cette société pour l'aider à grandir dans la dimension commerciale et business, puisque ça fait à peu près plus de 25 ans que je fais ça dans le monde du logiciel et du hardware. Non, c'était le gros bouton, voilà. Alors, désolé, il va y avoir pas mal d'anglicisme. En général, je fais ça en anglais, ou en tout cas Donc, voilà. Donc, toute la présentation est en anglais, je m'en excuse par avance. Ce qui est certain, c'est que l'informatique quantique, tout le monde en parle. Peu de gens savent de quoi ils parlent, mais tout le monde en parle. Et ce que je vous propose là, en fait, c'est d'essayer de vous donner une clé de lecture. Alors, loin de moi l'idée de vous expliquer ce que c'est que l'informatique quantique. Je fais référence à un de nos cofondateurs qui est le prix Nobel de physique 2022, Alain Aspect, dont vous avez peut-être entendu parler, qui après l'obtention de son prix Nobel a été interviewé par un journaliste sur M6. Le journaliste a posé la question à Alain Aspect en disant: est-ce que vous pouvez nous expliquer l'informatique quantique? Il a dit: si je commence à faire ça, en fait, je vous mentirais, parce que on ne peut pas tout expliquer. Il y a des lois physiques, la nature répond à un certain nombre de choses, mais il y a encore une part qu'on n'explique pas forcément. Donc l'idée là, c'est pas de vous faire un cours de physique quantique. Je suis moi-même pas physicien. Dans mon métier de tous les jours, j'essaie d'expliquer à mes clients justement pourquoi c'est une opportunité et en quoi ça va révolutionner peut-être les futurs besoins ou les futurs usages, parce que en fait c'est ça qui est intéressant dans l'informatique quantique, c'est que ça ouvre sur des usages que l'informatique traditionnelle, c'est la distinction que l'ONU fait aujourd'hui, ça peut ouvrir d'autres voies et pour le coup d'autres opportunités. Avant d'aller plus loin dans la démonstration, quand on parle de quantique, en fait il y a 3 grands sujets. Et ce qui peut expliquer de temps en temps pourquoi est-ce qu'on peut voir ça comme un risque ou une opportunité. Donc dans le quantique, il y a 3 grands sujets. Il y a le quantique en termes de communication. Alors oui, peut-être avant, pourquoi est-ce qu'on parle quantique? En fait, c'est parce que dans tous ces mécanismes-là, on utilise des éléments de la nature, donc des particules ou des atomes, donc des particules dans le sens où si on manipule des photons, de la matière lumineuse, d'autres utilisent des atomes, des ions. Toute la quantique, que ce soit la communication, les capteurs ou le calcul, se base sur l'utilisation de ces toutes petites particules qui sont des éléments ultra connus aujourd'hui. Ça fait plus de 70 ans que certains ont théorisé, des Einstein et autres, sur ces éléments-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 grandes catégories d'éléments quantiques aujourd'hui. Il y a des éléments quantiques qui servent à faire de la communication. Donc comment est-ce qu'on échange de l'information
à partir de deux particules ou deux éléments élémentaires, comme peuvent l'être les atomes. Il y a des appareils qui captent avec des approches quantiques, qui sont des appareils qui sont, pareil, ultra connus, ultra utilisés dans le monde de la géothermie, de la physique, qui sont des gravitomètres, par exemple, donc pour mesurer la gravité à tout point de la Terre. Donc, ce sont des éléments qui captent ce genre de choses. Et puis, il y a l'informatique quantique, et c'est ça que je vous propose qu'on regarde juste maintenant. À quoi ça peut servir et quels sont les enjeux qui se cachent derrière. Si on a résumé, en tout cas, l'informatique quantique aujourd'hui, il y a trois grands sujets, ou trois grands, j'ai le mot en anglais qui me vient, mais trigger, mais voilà, merci, déclencheurs, qui vont faire que c'est une opportunité aujourd'hui. On est tous inondés d'intelligence artificielle, en tout cas c'est un sujet qui revient dans tous les COMEX aujourd'hui, c'est de savoir comment appréhender ça. Donc nous on se pose la question de savoir comment est-ce que l'informatique quantique peut contribuer d'une façon ou d'une autre dans cette sphère de l'intelligence artificielle. 2, on pense, mais là on est vraiment dans des éléments prospectifs, puisque c'est des études qui montrent que sur l'horizon 2030-2035, c'est un marché qui va vraiment littéralement exploser. On parle de valorisation, et là les analystes se battent un peu sur les chiffres, mais on est entre 500 milliards et 800 milliards en termes de volant d'opportunités. Donc ça va devenir un marché extrêmement important. Et sur la dimension développement durable, on s'aperçoit aussi au travers d'expérimentations qu'on est en train de faire que l'informatique quantique est une clé, ou en tout cas peut contribuer à peut-être moins utiliser d'électricité pour faire des calculs à haute intensité comme le propose de faire l'intelligence artificielle. On va passer sur pourquoi est-ce qu'on appelle ça quantique. Alors là encore une fois, l'idée c'est pas de faire un cours, c'est juste de vous ayez à l'esprit un petit peu pourquoi ça devient très compliqué en fait quand on commence à parler de tout ça. Dans l'informatique traditionnelle, ce que vous pouvez avoir dans vos iPhones ou voilà, les ordinateurs qu'on a tous au bureau ou à la maison, fonctionnent sur une base binaire qu'on appelle 0 et 1, donc qui permettent d'encoder l'information. Dans l'informatique quantique, on utilise aussi cette capacité de particules, d'éléments unitaires à pouvoir être dans un état haut, dans un état bas, ou dans un état excité, ou dans un état non excité. Il se trouve que la nature, pour certains types de particules ou d'atomes, fait que, et c'est des lois de la physique quantique qui le définissent, qu'une particule peut être dans un état haut, dans un état bas, ou dans un état excité, ou dans un état non excité, mais peut être également dans un état haut et bas en même temps. Je vous laisse avec ça. Le deuxième élément fondateur de l'informatique quantique, et là je pense que je vais aussi vous perdre, c'est de se dire que dès lors qu'on a capturé une particule ou qu'on a mis dans un état, on va dire, excité, un électron, un élément particulier, si on lie deux particules à un moment donné, quelle que soit la distance de ces deux particules, dès l'instant que vous allez changer la propriété, donc ce niveau d'énergie de la première particule que vous avez excitée, donc vous l'amenez à un niveau bas, quelle que soit la distance entre ces deux particules, la particule qui est liée va changer d'état automatiquement. Voilà. Ça, c'est la magie de l'informatique quantique et de la physique quantique qui fait que quand on a ce type de problème, qui est un problème de logistique assez simple, vous allez me dire, vous êtes logisticien, vous avez 4 camions, vous avez 3 routes possibles, combien il y a de combinaisons ou d'options de livraison possibles à votre avis? Bravo. Mais là, c'est 4 et 3. Donc c'est 81. Mais la méthode, c'est bien celle-là. Donc ça veut dire que sur un problème assez simple,
on commence à voir qu'on peut avoir un nombre de combinaisons assez importantes. Donc ça, c'est assez facile à résoudre avec une démarche classique. Maintenant, si le problème, c'est 30 camions, 3 routes. Le nombre de combinaisons, je vous laisse essayer de lire le chiffre, mais on est sur à peu près 200 milliards de combinaisons possibles. Donc comment trouver la meilleure? Il se trouve que l'informatique quantique a cette faculté de ne pas, qui n'est pas nécessaire de passer sur chacune des routes pour trouver la route la plus optimum, mais est capable, avec les 2 lois de physique dont je vous ai parlé juste avant, est capable de résoudre ce problème-là juste en une fraction de seconde. Parce qu'en fait, la façon dont l'informatique quantique fonctionne permet de résoudre des problèmes de type combinatoire, donc des problèmes d'optimisation, assez naturellement. Et c'est là, en ce sens, où en fait, l'informatique quantique s'est engouffrée, et s'engouffre aujourd'hui, pour essayer de résoudre des problèmes qui paraissent simples, mais qui sont d'un point de vue mathématique ultra compliqués, et qu'aucun ordinateur au monde, quelle que soit la puissance que vous allez mettre dans cet ordinateur, n'est capable de résoudre. Et c'est là où on ouvre des opportunités aussi en termes de marché, c'est-à-dire que des gens qui font de la simulation assistée par ordinateur le font de façon approximative aujourd'hui. Il y a plein de choses qui n'ont pas été résolues. C'est pour ça qu'on travaille, nous, par exemple, avec des gens comme Airbus ou BMW, pour les aider à optimiser un certain nombre de choses, pour les aider à gagner quelques pourcents sur la forme d'une aile d'un avion ou un rétroviseur d'une voiture. Tout ça peut avoir des impacts, et donc ce qui présente pour eux et pour nous un certain nombre d'opportunités. Pour vous donner aussi essayer d'ouvrir un petit peu le marché du quantique. Aujourd'hui, c'est un marché naissant, mais c'est un marché qui donc a à peu près une dizaine d'années, mais dans lequel les gros acteurs de l'informatique se sont déjà engouffrés. Donc on va trouver des gens comme IBM, comme Microsoft, comme Google, qui essayent de trouver les meilleures méthodes, et il commence à y avoir même des rapprochements entre différentes structures. Ce qui est imagé ici, c'est le simple fait, et c'est là où on peut parler de risque pour quelqu'un qui investirait aujourd'hui dans le quantique, c'est que, grosso modo, il y a 5 grandes technologies aujourd'hui qui permettent de résoudre quantiquement un certain nombre de problèmes. Donc vous avez Pascal en haut qui utilise, nous en fait on fabrique un ordinateur, on utilise des atomes en fait, on manipule des atomes avec des lasers, j'essaierai de vous expliquer ça 2 secondes après, mais il y a des gens comme IBM qui eux fabriquent des puces d'ordinateurs depuis des dizaines d'années et qui tentent de faire de l'informatique quantique avec les méthodes qu'ils maîtrisent aujourd'hui. D'autres vont utiliser des photons, donc c'est ces particules de lumière pour faire à peu près la même chose. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que, il y a des grands acteurs internationaux. La France a cette chance d'avoir 5 startups qui sont nées sur le plateau de Saclay. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de physiciens qui ont fait leurs études à peu près là. Et donc il y a 5 startups françaises qui sont nées, dont Pascal, à peu près dans les mêmes années, entre 2018 et 2021. Ce qui est intéressant, et là je reviens sur la partie opportunité, c'est qu'on travaille nous avec des clients, donc on a à peu près une trentaine de clients aujourd'hui, j'en ai cité 2, mais on travaille aussi avec Thales, avec EDF, avec des grands groupes pétroliers comme Aramco, qui nous ont déjà acheté une machine, on travaille avec le CEA, donc en fait il y a aujourd'hui plein de cas d'usage, et là nous au catalogue on en a une quarantaine. J'ai mis ça pour illustrer le fait que l'informatique quantique peut être en tout cas, on peut trouver un usage dans n'importe quelle industrie ou dans n'importe quelle verticale aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est plutôt des sociétés de type industriel, des logisticiens aussi, qui peuvent bénéficier de ça. Là, vous avez une représentation en fait des 4 grands sujets qui peuvent tirer parti de l'informatique quantique aujourd'hui, qui sont des problèmes de type optimisation, en tout cas résolution d'optimisation complexe, la logistique en étant un exemple.
Il y a plein de cas qui sont aussi liés à l'intelligence artificielle. On s'est rendu compte, au travers de différents travaux, que l'informatique quantique pouvait aider à entraîner des modèles d'intelligence artificielle de façon plus optimum, avec moins d'informations et surtout moins d'électricité, en tout cas moins d'énergie nécessaire pour arriver au même résultat d'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'on fait entre autres autour de sujets de machine learning. Et après on fait des choses assez magiques, je trouve, par exemple avec EDF, où là on est vraiment dans la simulation de nouveaux matériaux. Donc on collabore avec eux pour justement simuler des nouvelles matières et voir des interactions entre différentes matières. Et enfin, on travaille aussi avec certains laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Je pense à Johnson & Johnson, par exemple, aux États-Unis, où on travaille avec eux sur l'identification de nouvelles molécules qui les aidera à mettre au point de nouveaux médicaments. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de possibilités. C'est encore assez nouveau. Tout ne fonctionne pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on découvre aussi aujourd'hui. Mais c'est ça qui est assez passionnant, je trouve, dans l'informatique quantique. Juste, j'interromps. Quand on dit qu'il y a tous ces projets, c'est déjà des projets concrets dans lesquels un ordinateur quantique est utilisé, ou c'est Alors, ce ne sont que des cas d'usage dans lesquels Pascal a opéré et pour lesquels on a eu des résultats concrets sur des ordinateurs quantiques. Le petit moment pub. Donc, comme je vous le disais, plusieurs technologies. Pascal, on en a choisi une. On a choisi les atomes. Donc, on manipule en fait des atomes unitairement. Le grand principe de l'ordinateur qu'on commercialise et surtout qu'on fabrique et qu'on commercialise aujourd'hui est basé sur le fait de piéger un certain nombre d'atomes. Donc là, on parle d'une centaine d'atomes. Un atome, je ne sais pas si c'est très commun, mais enfin, c'est vraiment tout petit. Hein. Et on piège ces atomes dans une enceinte où il y a un vide extrême, et on fait passer des lasers au travers de champs optiques pour manipuler ces atomes un à un, pour les mettre dans des états d'excitation dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 0 ou de 1, de les intriquer les uns avec les autres, donc les faire réagir les uns par rapport aux autres. Et donc voilà, c'est ça l'ordinateur de Pascal. Et donc c'est une société qui est née en 2019, 300 employés. On a évidemment des gens ultra brillants qui ont mis au point tout ça. Et moi, mon job, c'est d'aller évangéliser ça à travers le monde pour trouver les clients qui pourraient nous acheter des machines, bénéficier de cette technologie-là et découvrir des nouveaux cas d'usage. Voilà à quoi ça ressemble, hein, un ordinateur quantique aujourd'hui. Pascal, c'est une boîte qui fait 3 mètres sur 2, sur 1. Voilà, donc c'est un grand rectangle, mais qui a cette particularité de pouvoir être installé dans une cuisine. On a besoin de 4 prises électriques. C'est là où ça représente aussi une opportunité en termes de consommation énergétique, parce qu'on n'a pas besoin d'une mini-centrale nucléaire, comme on entend aujourd'hui, n'importe quel data center a besoin de mégawatts ou de gigawatts même aujourd'hui pour pouvoir fonctionner. Un ordinateur comme ça, aujourd'hui, ça consomme l'équivalent de 4 sèche-cheveux en termes de puissance électrique. Voilà, donc il y a évidemment plein d'enjeux pour nous d'industrialisation, mais comme le dit notre cofondateur prix Nobel de physique, la science est faite. Maintenant, on est sur des enjeux d'ingénierie et c'est ce qu'on s'attache à faire chez Pascal. Ça a été trop vite. Je voulais juste vous projeter dans l'ordinateur. Là, l'idée, c'est que je vais vous passer une petite vidéo où on va commencer à... Vous allez voir l'ordinateur de côté et on va rentrer dans le cœur quantique et on va se mettre au niveau des atomes et vous allez voir l'interaction justement de ces fameux lasers sur les atomes qu'on manipule. Non, ça ne marche pas. C'était 2 fois qu'il fallait que je... Ou si vous pouvez la lancer en régie ou pas.
normal, c'est l'effet démo. Oui, les nôtres, ils sont fabriqués à Palaiseau, puisqu'on a monté une usine à Palaiseau. Alors pas exclusivement, puisqu'on a monté aussi une usine au Canada, au Québec, pour servir le nord américain. Voilà. Là, c'est parti. Voilà, donc le cœur optique dont je vous parlais, c'est la boîte là dans laquelle on va rentrer. Et là, très vite, on se met au niveau atomique. Donc les petites boules jaunes et bleues représentent les atomes dans leur état excité. Mais c'est littéralement ce qu'on manipule. Hein. En fait, on expédie un nuage de rubidium, qui est l'élément matière qu'on utilise. Et on isole 100 atomes de ce nuage-là, avec un premier faisceau de laser. Et après, on va isoler un à un ces atomes avec des pièges optiques, donc avec d'autres types de lasers qui manipulent ce qu'on voit là et qui positionnent les atomes en fonction du type de calcul qu'on va vouloir faire. Donc ça, c'est à l'échelle atomique et en termes de vitesse. Hein, ce que vous avez vu là, ça dure 1 seconde entre le moment où on expulse cette poussière d'atomes et le moment où on a le résultat. Voilà. Okay, super. Moi j'ai une petite question, c'est là on voit bien, moi déjà je suis assez surpris qu'il y ait déjà effectivement plein de use cases où on utilise des ordinateurs, je me projetais plus encore. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'on est sur des technologies qui n'ont rien à voir, mais qu'un jour ça se démocratise, c'est-à-dire que ça vienne remplacer ou compléter des data centers classiques, ou on est vraiment sur quand on se projette à long terme, sur toujours de l'utilisation très spécifique, à de la simulation Ça restera spécifique. On n'aura jamais un ordinateur quantique dans la poche, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, plus on avance dans le développement et plus on se rend compte que l'opportunité pour nous, c'est de venir compléter la capacité de gros calculateurs à faire des calculs qu'on ne sait pas faire ou qui sont faits de façon approximative. Donc en fait, on voit assez bien ce qu'on appelle, nous, l'hybridation, donc la façon de mélanger différents types de calculateurs pour pouvoir répondre à des cas d'usage assez particuliers, mais que les entreprises aujourd'hui ne savent pas résoudre. Vous évoquiez les grands data centers qui nécessitent en effet la construction de centrales atomiques. Pour un gros data center Amazon, il faut combien d'ordinateurs quantiques Pascal Est-ce que vous avez un temps un peu grand? Non, la question est légitime, mais pardonnez-moi, non pertinente, parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison que un ordinateur quantique résout des choses qu'un ordinateur classique, quelle que soit sa puissance, ne sait pas résoudre. Donc en fait, la comparaison n'a pas de valeur. Ça ne va pas remplacer, ça va compléter ou résoudre des choses qu'on ne sait pas calculer aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas espérer une opportunité que ça vienne, parce que là on voit bien qu'il y a un sujet énergétique de dingue sur l'informatique mondiale avec l'IA, etc. Donc si on est optimiste, on ne peut pas se dire que l'informatique quantique va tuer ce sujet dans 5, 10, 15 ans. Non, on ne va pas le tuer, mais va permettre peut-être d'avoir des calculateurs classiques moins importants pour coupler un ordinateur quantique, parce et c'est ce qu'on a montré dans un cas avec le Crédit Agricole, sur un calcul de gestion de risque, justement, gestion de crédit en l'occurrence, qui est un flux que la banque d'investissement fait pour mesurer la crédibilité d'un client corporate. Donc ça, ils font ça de façon assez régulière. Et en fait, nous, on a repris ce calcul-là, on a intégré l'algorithme quantique qui permet d'entraîner un certain type de modèle, qui est un modèle Monte Carlo, pour ceux qui font un peu de finance. Et on a réussi à prouver qu'on a entraîné ce modèle avec moins de points de données, donc moins d'arbres de décision, pour arriver à exactement la même pertinence, le même pourcentage qui était le résultat attendu. Voilà, donc on voit qu'il y a une complémentarité, mais peut-être un gain sur certains types de cas d'usage aussi. Ça me
permet de préciser aussi quelque chose dont j'ai absolument pas reparlé, qui est la cyber. Je sais pas si c'est... Si, parce que souvent, dans les sujets de risk management, on explique que le quantique sera peut-être un risque Exactement. incroyable, parce que ça pourra, celui qui a un Eh ben, ordinateur quantique pourra craquer n'importe quel. Eh ben, je vais peut-être vous annoncer un truc de dingue, mais c'est loin d'être le cas. Il y a des théories, enfin il y a des théoriciens de ça. Alors juste pour replacer un peu le contexte, il y a une peur qui est légitime, hein, qui est de se dire est-ce que l'informatique quantique à un moment donné peut casser Internet ou aller décrypter ou casser des clés d'encryption qui permettraient de décoder à peu près n'importe quoi. La théorie existe. Je vous donne aussi quelques clés de lecture, mais la puissance d'un ordinateur quantique se mesure en nombre de qubits, donc qui sont les éléments qui nous permettent d'encoder de l'information. Une machine Pascal, par exemple, comme celle qu'on utilise, est une machine à 100 qubits. IBM, qui est à peu près au même niveau que nous, un tout petit peu plus avancé, a une puce qui fait 127 qubits. La théorie pour casser une clé d'encryption, et là, il y a les théoriciens qui bataillent un peu, mais l'ordre de grandeur, c'est entre quelques centaines de milliers, voire quelques millions de qubits qui seront nécessaires ou qui seraient nécessaires pour casser une clé d'encryption. Et ça, cet horizon-là, quelle que soit la technologie, quel que soit que ce soit IBM ou d'autres, ne voit pas ça avant 2035, mais avec une incertitude incroyable. Donc on ne sait même pas si cet ordinateur-là verra le jour un jour, pour la simple et bonne raison que pour faire ça, il faudrait interconnecter des dizaines ou des centaines d'ordinateurs quantiques, les uns avec les autres. Sauf qu'aujourd'hui, la principale difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas stocker quantiquement l'information. Donc en fait, on ne sait pas interconnecter aujourd'hui des ordinateurs. Donc intrinsèquement, peut-être qu'on va monter à quelques dizaines de milliers de qubits, mais à l'horizon 2035, on n'arrivera pas à aller beaucoup plus au-delà. C'est une question, ouais. Question un peu annexe, mais sur l'environnement réglementaire ou la gouvernance. On parle là du sommet IA, il y a des inquiétudes de tout le monde sur le développement de l'IA. Je ne dis pas à Musk en particulier, mais quand même des inquiétudes sur qu'est-ce qu'on va faire de ces nouvelles technologies. Est-ce que sur le quantique, on commence à parler de gouvernance, de normes, de quelque chose pour encadrer, ou là c'est un peu chacun innove et on verra après? Alors, on est encore un peu là, on est un peu encore dans le Far West. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions sur les normes. Pour en fait répondre à votre question qui est comment est-ce que je fais pour comparer deux ordinateurs entre eux, parce que c'est pas les mêmes technologies, c'est pas la même façon de fonctionner. Donc il y a des gens qui s'intéressent à ça, de savoir comment est-ce qu'on peut tout simplement comparer. Donc on est obligé d'arriver sur des normes de ce type-là. Après, la question que vous avez, qui est la question que tout le monde a au travers de l'IA, c'est l'explicabilité du calcul. Et là, ça devient assez complexe pour le quantique parce que, grosso modo, avec un ordinateur classique, on arrive à simuler la façon dont un ordinateur quantique fonctionne, mais avec un maximum de 100 qubits. Au-delà de 100 qubits, et quelle que soit la puissance que vous allez mettre derrière, en termes de capacité de calcul, on ne sait pas simuler au-delà de 100 qubits un ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a atteint cette limite, nous. Si on va au-delà, on n'a aucun moyen de vérifier, à part dans la vraie vie, d'un cas concret, que le résultat est le bon. Parce qu'on ne va pas savoir le comparer à quelque chose. Donc ça ouvre aussi des vraies questions. Est-ce qu'on fait confiance à la nature par rapport au résultat qui a été donné, sachant qu'on ne saura de toute façon pas calculer ce que l'ordinateur a calculé pour vérifier si c'est le bon résultat? Ils sont comme nous, ils savent pas. Ils savent pas. Mais ça n'a pas tout explosé, quoi. Non. Vous disiez que c'était à 127. Oui, alors, mais là, on n'aura pas le temps ce soir. Il y a qubit et qubit. Et les qubits d'IBM ne sont pas les qubits de Pascal. Voilà, donc, Ils sont moins bien. Hein.
Ils sont moins bien, les qubits. Ils sont vachement moins bien. J'avais une question justement sur le challenge technologique. Donc vous aviez un très beau slide qui présentait un peu les 5 technologies avec des acteurs spécifiques pour chacun d'entre eux. Et ce que j'avais compris de ce slide, donc je voudrais juste m'assurer que je l'ai bien compris, auquel on associait des usages particuliers. Donc la question un peu bête, c'est est-ce que à une technologie donnée correspondent des usages particuliers, et donc ça voudrait dire que le marché actuel, quelque part, il est segmenté par technologie, et ceux qui sont leaders sur chacun de ces technologies vont emporter la mise sur les usages correspondants, ou est-ce qu'il y a une course à l'échalote pour un Pascal, par exemple, qui ferait une primauté sur sa techno et qui serait capable de couvrir finalement, avec des développements futurs, l'ensemble des usages possibles? Ou est-ce que ça, en gros, est-ce que ça va être fragmenté par usage, ou est-ce que quelqu'un peut ramasser toute la mise en termes technologiques? Aujourd'hui, c'est fragmenté. Nous, on ne fait pas de crypto, par exemple, de cryptographie, pardonnez-moi. IBM explore ce chemin-là. Donc, oui, IBM en particulier va chercher à rafler la mise, mais il y aura certainement, et on le voit déjà, hein, une consolidation des technos qui fera émerger l'acteur de demain. Microsoft s'est associé avec un de nos concurrents, on vient de s'associer avec IBM justement dans cette idée de pouvoir développer des algorithmes qui pourraient être utilisés sur une technologie IBM ou une technologie Pascal. Donc le marché va vers ça. Maintenant, oui, certainement. C'est trop tôt pour dire laquelle, parce que c'est une bataille mondiale. Hein. Là, on parle des Américains, mais l'Europe est assez bien placée, et la France en particulier. La Chine, on ne sait pas très bien. Il y a une stratégie à l'échelle européenne? Parce que là, pour le financement, pour le... Alors, il y a une stratégie à l'échelle de la France. Il y a le plan France 2030, pour lequel on bénéficie effectivement d'un accompagnement assez particulier. Donc ça, c'est vrai qu'il faut le noter, nos pouvoirs publics français nous accompagnent beaucoup là-dedans. Et en plus, on a la chance que notre président actuel aime bien ce qu'on fait. Donc, on est souvent invité dans des délégations. On était dans la délégation quand il est parti en Arabie Saoudite avec lui, par exemple. Donc, il y a vraiment cette émulation en France. À l'échelle européenne, il y a des grands consortiums qui se sont montés et qui aident aussi les startups locales à bénéficier d'appels d'offres publics ou de fonds d'innovation. Donc l'Europe est plutôt bien avancée dans cette démarche. Et après, on a des pays. Enfin, après, il y a les régions asiatiques où là, c'est pas des gens qui ont un terreau de start-up quantique important. Au Moyen-Orient, ils sont acheteurs, ils sont pas fabricants, ils sont pas dans la R&D. Donc, on voit que en fait, les 3 grandes plaques sur ce marché-là seront les États-Unis, l'Europe et la Chine. Je suis navrée, elle est peut-être très terre-à-terre et confidentielle, mais l'ordinateur qu'on a vu là, ça coûte combien? Alors, je vais vous donner le prix d'IBM. IBM, en gros, pour avoir une machine IBM, c'est 1 million par qubit. Voilà. Donc, nous, on n'est pas totalement dans les mêmes ordres de grandeur, mais ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros pour acheter une machine aujourd'hui. IBM est beaucoup plus cher que nous, et beaucoup moins bon et plus cher. Donc, vous imaginez l'opportunité qu'on a devant nous. Et comparativement aux supercalculateurs classiques, ce qu'on appelait les Cray à l'époque, c'est bien moins cher ou c'est comparable? Enfin, est-ce que ça... Je vais vous faire la réponse que je fais généralement à mes clients. En fait, la question du prix n'est pas le plus important. C'est non, mais dans le sens où qu'est-ce que qu'est-ce que ça va vous apporter et quel usage vous allez pouvoir avoir. Je vous donne juste un exemple pour illustrer ça. On a la chance de collaborer avec CMA CGM, qui est venu nous voir parce qu'ils ont un problème d'optimisation de leurs containers dans leurs plus grosses unités bateaux. Quand ils sont venus nous voir, je me suis dit, ça fait déjà... Pourquoi est-ce qu'ils viennent nous voir, quoi? Parce qu'ils ont c'est leur métier de base. Et quand on a commencé à comprendre le business case qui se cachait derrière, en fait, on s'est aperçu que dans les plus grosses unités, il y avait encore des espaces libres qui n'étaient pas comblés. Ils ont un outil de simulation et d'optimisation pour ranger leurs containers en fonction de
des routes et de ce qu'ils doivent livrer, bref. Donc ça, il y a déjà des outils qui font ça, mais il se trouve qu'il reste des espaces. Et ces espaces, pour CMA CGM, sur une route particulière, se chiffrent en dizaines ou en centaines de millions pour chaque route. Donc en fait, si on arrive avec ce qu'on essaye de faire là, ne serait-ce qu'à optimiser de 1% ou de quelques pourcents, le ROI sur l'année, il rembourse largement le prix d'acquisition d'une machine. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous, ce qui nous intéresse, et c'est plutôt de la démarche qu'on essaye d'avoir, c'est de travailler sur le cas d'usage, mais travailler sur le business case aussi associé pour pouvoir justifier d'un tel investissement qui est évidemment non négligeable. Et dans ce cas-là, vous installez la machine chez eux ou ça reste secret? Alors, ce qu'on a fait par exemple avec Aramco, on a eu cette discussion-là. Un des prérequis d'Aramco, donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, Aramco, c'est la plus grosse société pétrolière au monde, qui est en Arabie Saoudite. Et donc, un des prérequis, c'était d'installer la machine en Arabie Saoudite. Donc, ce qu'on va faire là cette année. Juste une prise. Voilà, 4 prises. 4 prises. Bon, par contre, il faut quand même qu'on l'envoie en Arabie Saoudite, la machine, puisqu'on la fabrique à Palaiseau. Il va falloir qu'on la livre à Riyad. Donc, ça va être une histoire. Mais voilà, donc ça dépend. Ce qui est certain, c'est que c'est comme l'IA. Il y a les mêmes enjeux. Il y a les mêmes enjeux de souveraineté de données. C'est-à-dire que les États, aujourd'hui, se posent la question de comment préserver leur souveraineté. Et donc, bien souvent, pour ces gros sujets-là, demandent à ce que les machines soient sur le sol du pays en question. Les machines peuvent être partagées? Alors oui, on a ouvert l'accès via le cloud à nos machines, mais on n'est pas les seuls à faire ça. IBM l'avait fait bien avant nous. Oui, pour des questions de praticité, en tout cas d'accessibilité, puisque on accède à une machine comme la nôtre au travers d'un portail internet. Évidemment, il faut savoir quoi en faire, mais c'est aussi simple que ça, pour permettre déjà le développement des premiers cas d'usage, se familiariser avec la technologie. Il y a une courbe d'apprentissage non négligeable. On parle pour un ingénieur expérimenté qui ferait de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est entre 18 et 24 mois. Donc c'est non négligeable. Ce qui veut dire que, et c'est ça pour ça qu'on accompagne aussi nos clients dans ce sens, pour les faire monter en compétences, pour qu'ils soient prêts quand la machine ou quand les futures machines seront bien plus puissantes que celles qu'on a aujourd'hui. Alors non. Non, parce qu'en fait, comme il y a un enjeu de souveraineté, et la France tient beaucoup à ça, il y a des pays interdits. On est déjà très accompagné, mais on est aussi surveillé. Donc non, on peut pas vendre en Chine, on peut pas vendre en Russie, par exemple. Voilà. En tout cas, tous les pays qui sont pas forcément des copains. Même si les États-Unis sont a priori plutôt des amis, on se méfie aussi. C'est des gens qui savent capter la propriété intellectuelle, donc on se méfie aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a des marchés interdits pour nous, et puis il y a des marchés qu'on explore comme les États-Unis parce qu'il y a une grosse partie des parts de marché qui seront là-bas. Oui, je m'interrogeais sur la stabilité de la machine. J'ai en mémoire les HP 9000, donc je reviens à des machines assez vieilles, pour lesquelles il fallait à chaque fois une équipe d'ingénieurs de chez HP pour remettre la machine en place. Qu'en est-il de la stabilité à la fois de la machine, mais de la stabilité du process physique? Alors le process physique en lui-même, il est ultra stable. C'est-à-dire que ces petits atomes là qu'on manipule, on les maîtrise, on maîtrise absolument cette lévitation là. C'est très très stable. Ce qui est moins stable, c'est tout ce qui va autour. Voilà. Donc on est, pour dire les choses, on est 40 ans avant l'informatique traditionnelle. Donc il y a encore plein d'expérimentations, il y a encore plein de choses qui ne fonctionnent pas qui fonctionnent aujourd'hui comme dans l'informatique classique. Donc oui, on a besoin de quelques ingénieurs encore pour maintenir et supporter ce genre de machine. C'est sûr. Ça va durer encore un peu. Peut-être une dernière question, je ne sais pas s'il y en a, sinon.
Non, je ne vois pas au fond, c'est tout noir. En tout cas, un énorme merci pour cette présentation. Je pense que ça...